père, je ne conserve que de très bons souvenirs. C'était un père, je crois, exceptionnel. Il exploitait avec ma mère une petite exploitation agricole à Invik, à 10 km de Saint-Paul. Mais vraiment, entre mon père et moi, le courant a toujours passé. Je ne pouvais pas rester à la maison quand j'avais 3 ans. Il fallait que je sois au champ avec mon père. Quand on était au champ, on parlait tout le temps ensemble. Ça n'empêchait pas de bosser, mais on parlait tout le temps ensemble. J'ai été très très marqué, incontestablement, par la personnalité de mon père, qui était d'une gentillesse absolument extraordinaire, et qui, je crois pouvoir le dire avec fierté, était d'une intelligence exceptionnelle, malgré son absence de formation. D'autre part, il avait une vision, je crois, d'un certain nombre de trucs. Moi, dès que je n'avais pas encore 10 ans, qu'il me disait pas possible, alors qu'on est à côté de l'Angleterre, pas possible qu'on ait des bateaux pourris pour exporter à nos choux-fleurs et nos pommes de terre. Enfin, il avait une vision de l'avenir qui n'avait rien à voir avec son niveau de formation. Du côté de ma mère, elle m'aurait bien vu porter une soutane. Je n'avais sans doute ni le profil, ni la volonté. Les agriculteurs étaient considérés même par, des fois, les gens des bourgs, comme étant un peu des arriérés. Il n'y a que lorsque le prof à l'école primaire distribuait les notes que l'on constatait qu'on n'était pas des arriérés par rapport aux gens des bourgs. Et moi, j'avais dit, on aura notre revanche. Effectivement, dans mon attitude et dans ma démarche, il y a eu une partie de revanche sur les bourgeois, une partie de revanche sur les citadins, une partie de revanche même sur le commerçant du coin, le cantonnier, pas le cantonnier, mais le fils du cordonnier du coin, il se prenait pour un crack. Et nous, les paysans, on était les pleux. En fait, mon père m'a confié de faire ce qu'on appelait le marché de Saint-Paul, de venir à Saint-Paul avec sa charrette et son cheval à me vendre les légumes de la ferme. Alors là, j'ai découvert, je dirais, la situation de soumission des paysans dans toute son horreur. Depuis un siècle, les paysans étaient soumis au négoce, soumis aux caprices du marché, soumis aux caprices des acheteurs. Il suffisait de laisser traîner les producteurs, on savait qu'ils allaient mûrir en cours de journée. Je le disais aux négociants, ça va pas durer votre truc, c'est au de péter. C'est pas à 80 négociants quand même que vous allez imposer votre point de vue à 6000 producteurs. Tôt ou tard, il y aura une révolution, c'est absolument inévitable, pour des raisons à la fois économiques, mais également pour des raisons de fierté paysanne. On va quand même pas, alors qu'on nous a appris à compter à l'école, accepter que la tonne d'artichaut nous soit payée 800 kilos. Alors pourquoi une chic? Le marché de vente aux enchères du Nord Finistère, qui regroupe 4500 agriculteurs sur les 6000 producteurs de notre région, a été créé pour pallier à l'inorganisation complète des marchés de production du chou-fleur et de l'artichaut. Dans le passé, en effet, les prix à la production étaient formés sur des places de transactions qui étaient particulièrement malsaines, où il était absolument impossible de définir tant les prix que les quantités exactes. Nous avions eu bien sûr des conversations avec les expéditeurs qui refusaient complètement, je dirais, le changement de pouvoir. Deuxièmement, il était également chaotique parce que nous n'avions pas beaucoup de moyens, donc la première salle de vente, c'était un vulgaire hangar agricole. Très symbolique, au cœur de Saint-Paul. Au cœur de Saint-Paul, à 100 mètres de la cathédrale, construit bien sûr sans permis de construire, car on savait que si on l'avait sollicité, on l'aurait jamais obtenu. Donc les négociants ont boudé complètement le nouveau système, mis à part 3, dont on savait qu'ils étaient en état de cessation de paiement. Donc c'était pas très glorieux comme démarrage. Et nous avons alors, contre notre gré, organisé nous-mêmes l'expédition de toute la production du secteur. On a volontairement laissé les prix au cadran tomber à des niveaux très très bas. Comme il y avait parallèlement l'ancien marché qui fonctionnait toujours, mais avec seulement 35% de la production, il est évident que là-dessus, les négociants se battaient et les prix montaient. Chez nous, ça baissait. Il fallait d'une part garder le moral des producteurs chez nous, en faisant partir les choux-fleurs, et il fallait saper le moral des acheteurs, en les faisant, je dirais, excusez l'expression, un tout petit peu baver,
en face d'un cadran où les prix étaient très très bas, alors qu'en face, ils étaient en train de payer des prix très élevés. Le démarrage est difficile. Les paysans réformistes de la SICA font peur. Expéditeurs, fabricants d'emballages, dockers, boudent les pionniers de la SICA. Le gouvernement Debré a promis de soutenir le marché au cadran, mais le ministre Rochereau ne tient pas ses promesses. Alors Gourvenec et ses troupes décident d'envahir la sous-préfecture de Morlaix. Nous sommes le 8 juin 1961. Marcel Léon et Alexis Gourvenec seront arrêtés par la police en fin de journée et jugés 14 jours plus tard. En fait, la prise de la sous-préfecture a été pour nous, à l'époque, un événement plutôt symbolique. On s'est attaqué à une sous-préfecture, c'était le représentant du gouvernement de l'époque qui, après nous avoir incités à nous organiser, ne mettait pas à notre disposition les moyens qui nous permettaient de parachever cette organisation. Le 22 juin, on juge à Morlaix, Gourvenec et Léon. Les paysans affluent de tous les points de Bretagne et même d'Anjou et de Touraine. L'audience est brève. Les deux accusés sont déclarés relaxés de toute poursuite. C'est évident que le changement d'équipe a été pour nous, je dirais, une chance absolument fantastique. D'abord, M. Rochereau, sans en dire du mal, je pense qu'il n'était pas capable de comprendre. Alors on ne pouvait pas lui dire d'être d'accord avec nous, il ne pouvait pas comprendre. Ça, c'est un phénomène aussi de société. M. Debré, tout le monde sait qu'il était têtu, je dirais un peu comme une bourrique. Et après, nous avons eu, effectivement, Pisani, dont il faut reconnaître que c'était, je dirais, un futuriste, que c'était un homme qui prévoyait l'évolution de l'agriculture à long terme, avec lequel nous avons eu un dialogue, alors je dirais, absolument excellent. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous tenu à répondre personnellement à l'invitation de M. Gourvenec ? Et j'ai voulu venir ici pour dire que l'attitude du gouvernement est sur ce point formelle. Autant nous sommes prêts à aider ceux qui s'organisent à tirer les profits de leur organisation, autant nous refusons d'aider ceux qui veulent rester dans l'indiscipline. Et notre propos est d'aboutir au résultat, qui d'ailleurs sera obtenu sur le plan européen, d'aboutir au résultat d'un système d'organisation qui couvre la totalité de la production. Les cours agricoles sont beaucoup trop sensibles, beaucoup trop fluctuants, pour que nous les livrions au hasard du marché. L'organisation est une nécessité, et ceux qui s'y sont lancés, et Saint-Paul-de-Léon s'y est lancé, méritent notre total accord. L'agriculture ne peut pas seule résoudre le problème du Nord Finistère. Il y a trop d'agriculteurs, trop de fils d'agriculteurs. Nous ne pouvons pas donner un emploi à tous et un emploi satisfaisant à tous dans la seule agriculture. Que donc, ici comme ailleurs, ici plus qu'ailleurs, le problème de l'agriculture est très largement dominé par la solution du problème de l'aménagement du territoire. Mais lorsqu'on assiste à une réunion comme celle à laquelle j'ai assisté ce matin, l'on repart avec une angoisse très grande à cause de l'immensité du problème, mais avec un très grand espoir à cause de la qualité des Très vite après avoir organisé notre marché aux légumes, nous avons pris conscience du fait que, quelle que soit la puissance économique que l'on pourrait représenter au point de vue agricole, il n'y avait pas dans notre région de solution que j'appellerais exclusivement agricole aux problèmes paysans du Nord Finistère. Et ceci pourquoi? Le progrès, la mécanisation, les gains de productivité étaient en route. Ceci, inévitablement, allait se traduire, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, par une diminution des agriculteurs. Donc notre réflexe a été de regarder très vite, en face de cette diminution fatale, comment essayer de promouvoir un développement économique non agricole afin que celui-ci soit un élément permettant effectivement aux agriculteurs en surnombre d'être obligés de rejoindre la région parisienne. En fait, nous avions essayé, dans le cadre de la CEMINF, avec toute une série d'amis non agricoles, pour beaucoup d'entre eux, de projeter le Nord Finistère à l'horizon 85. Très vite, on a retrouvé 200 propositions. Autrement dit, je dirais, comme d'habitude, tout ce qu'il fallait, permettez-moi l'expression, pour se faire complètement avoir quand on irait négocier à Paris. De 200 propositions, on en est venu à 5 propositions. Et toutes les 5 propositions tournaient autour d'une même et seule préoccupation.
qu'on avait baptisé le désenclavement. Le désenclavement routier. Le désenclavement au niveau des télécoms. À l'époque, il nous fallait 8 heures d'attente pour avoir une communication avec Düsseldorf, alors que la vente du chou-fleur au cadran à Saint-Paul se déroulait à la cadence de 8 ventes à la minute. Une université à Brest. Il n'y a pas de région prospère sans université et sans instrument de recherche. Une plateforme industrielle à Brest, et enfin, bien sûr, la création à Roscoff d'un port en eau profonde. Nous sommes ici à Roscoff, plus près de Plymouth que de Rennes, la capitale bretonne. Nous sommes à Roscoff, plus près de Londres que de Paris. Donc, sur le plan de la géographie, c'était une évidence folle qu'il fallait regarder vers l'Angleterre. Sur le plan de l'économie, l'Angleterre est un petit pays agricole. Donc il y avait une complémentarité évidente. Enfin, je dirais, dernier aspect économique, le tourisme. Il est évident qu'on commençait à rentrer dans une civilisation de loisirs. Et qu'en par ailleurs, on essayait de se projeter un tout petit peu vers l'avenir. Nous avions écrit effectivement dans l'étude du schéma de structure du Nord Finistère que l'Angleterre entrerait un jour dans le marché commun. Ça faisait partie de ce que j'appelais à l'époque la fatalité économique, historique, géographique et politique. Et à l'époque, avec Jean Guillaumard, président de la Chambre de commerce, nous avons fait tous les armateurs français, puis les Britanniques, puis les Allemands, puis les Scandinaves. Et c'est là, effectivement, qu'on a découvert le peu de confiance qu'avaient les armateurs dans le port de Roscoff. Ils nous ont tous dit, vous n'êtes pas totalement fous. Je dis, pas totalement fous. Il y a assez d'eau à Roscoff pour faire un port. Il n'y a que de l'eau. Il n'y aura jamais de marché. Et je leur demandais pourquoi il n'y aurait jamais de marché. Ils nous affirmaient avoir fait des études de marché. On avait, il faut le reconnaître, le dos au mur. Il faut le reconnaître. On a été amené à dire, il faut au moins qu'on vérifie si oui ou non nos analyses sont bonnes ou si elles sont totalement infondées. On ne va véritablement pas prendre le risque de faire faillite avec un port qui n'aura jamais vu de bateau. D'où la création de Brittany Ferries et l'achat du premier bateau qu'on a baptisé le Kerisnel, du nom du marché aux enchères de la SICA de Saint-Paul-de-Léon, de façon tout à fait modeste, ce qui est une exception chez nous, de façon tout à fait modeste, c'est vraiment le hasard des dates. Mais l'inauguration de la ligne Roscoff-Plymouth a eu lieu le 2 janvier 1973. L'Angleterre était rentrée dans la communauté le 1er janvier 1973. Nous avions 24 heures de retard. Oui, mon cher Alexis Gourvenec, quelle aventure que celle qui nous mène du Kerisnel au Pont-Aven. L'aventure maritime au sens plein du terme, celle qui conjugue l'anticipation et l'intuition, la lucidité et la maîtrise, l'audace et le risque. Vous y retrouvez, Monsieur le Premier ministre, ce que la Bretagne a de plus cher. La vitalité, la confrontation avec la difficulté, nous venons de l'entendre, et la volonté de la surmonter, nous venons de l'entendre aussi. La rage de gagner, et cette façon que la Bretagne a de regarder l'avenir en regardant la mer. C'est cette même détermination qui a conduit les collectivités, et en premier lieu la région Bretagne, à vous accompagner par la Sabémen. Créée, vous l'avez rappelé, en 1982, société d'économie mixte originale, dont le concept a été initié par Louis Le Pinsec, alors ministre de la Mer, Raymond Marcelin, alors président du Conseil régional, et Alexis Gourvenec, alors déjà Alexis Gourvenec. C'était un bulldozer, c'est vrai, mais autant il fonçait, il aimait également convaincre. Et sa première préoccupation était toujours de convaincre. Par contre, ceux qui n'acceptaient pas nécessairement, je dirais les minorités qui n'acceptaient pas, il est évident qu'il fallait faire place nette à une certaine période. On était parti au départ en sachant qu'il fallait 80% de gens qui suivent, je dirais, les décisions qu'on prenait au niveau du marché si on voulait être efficace. Mais je dirais, ce bulldozer qu'il était au niveau local, il était également à Paris.
ici. Tous les paysans ici, là. Hop. Pour l'instant, j'évacue les gens qui sont vers la brigade, je les évacue de l'autre côté. Oh. Ça fait 30 ans qu'avec des copains nous baroudons pour une agriculture que l'on aime, pour une région que l'on aime, pour un pays que l'on aime. Il n'y a pas de contradiction dans notre combat, quelles que soient les responsabilités qu'on assume à un moment quelconque. Si à un certain moment, l'État français devient trop stupide, quelles que soient les responsabilités que l'on a, on est bien obligé de remonter sur les barricades pour dénoncer les stupidités. Nous en sommes à ce point. S'il n'y a pas de compatibilité entre les fonctions, le choix est simple. Nous serons sur les barricades le temps qu'il faudra. On voit souvent je dirais une image, que si vous êtes en face d'un véritable bourbier, de la boue ou comme ça, et que votre voiture est propre, vous ne voulez pas la salir, donc vous rentrez doucement. En général, vous vous enlisez. Vous avez une autre solution, vous prenez de l'élan, vous foncez, la boue éclabousse de tous les bords, hein, mais vous passez le guet. Ici, nous étions en quelque sorte dans une situation un peu comparable, car compte tenu de l'opposition des négociants, compte tenu de l'incompréhension d'un certain nombre de producteurs, il nous avait fallu galvaniser, je dirais, les 2000 premiers adhérents de la SICA. Et quand on galvanise une troupe, quand on galvanise un peuple, il est évident qu'on ne fait pas dans la dentelle. De toute façon, nous n'avons pas définitivement arrêté notre stratégie. Ou il entre et il n'en sort pas, ou il n'entre pas du tout. Mais il est absolument évident que c'est son dernier voyage à Saint-Malo. Les mers sont libres et il reste évidemment... Les ports aussi. Les ports aussi sont libres. Nous ne pouvons pas les laisser venir. Nous ne pouvons pas les laisser venir car nous n'avons pas, nous autres, le privilège de gagner de l'argent ailleurs avec des méthodes d'exploitation qui ne sont pas autorisées en France. C'était l'époque où Jacques Chirac était Premier ministre. On est couvert, je pense, maintenant par une période assez longue pour que je puisse dire que j'avais la couverture de Jacques Chirac pour 4 jours. C'était l'époque où René Pleven était garde de Sceaux. Et au moment où nous occupions Saint-Malo, il y avait ici à Roscoff l'inauguration de notre 3e bateau qui s'appelait le Cornouaille. Et c'est Pleven, en tant que garde des Sceaux, qui avait inauguré le bateau. Je me souviendrai toujours de ce qu'avait dit le garde des Sceaux de l'époque, hein, que personne ne se trompe quant à sur l'interprétation de ma présence ici. Ma présence ici est le signe absolument indiscutable de l'appui que j'apporte à Brittany Ferries, y compris quant à sa présence à Saint-Malo. En fait, je crois que ce qui ne va pas changer à la SICA, c'est l'état d'esprit, la capacité d'innovation, la capacité à se remettre en cause. C'est le chapitre que vous avez écrit, ça. Oui. C'est pour ça que je disais que c'était la fin du premier chapitre. Oui, mais je l'ai créé avec énormément de solidarité. Énormément de solidarité. Sans ça, d'ailleurs, on n'y serait jamais arrivé. Les super-hommes, je n'y crois pas. Ça n'existe pas. Et le capitaine sur un terrain de foot n'est pas fatalement le meilleur joueur. Bon, il faut bien mettre un capitaine qui soit peut-être un meneur d'hommes, mais après, c'est pas lui fatalement qui marque les buts ou qui arrête les buts. Non, mais il y a des entraîneurs dans les équipes de foot aussi. Ah oui, il y a des entraîneurs. D'accord. En général, ce sont d'ailleurs d'anciens footballeurs. Mais surtout, sur ce plan-là, je pars, je dirais, en pleine sérénité. Compte tenu de l'unité de l'équipe, compte tenu de sa jeunesse, compte tenu de son degré d'ouverture et de connaissance économique. Il pourrait donner des leçons, je dirais, dans beaucoup de chambres de commerce et d'industrie. Une entreprise a de temps en temps besoin de s'arrêter pour réfléchir, pour s'assurer que les fondamentaux sont toujours bien en place et que les orientations actuelles sont les meilleures possibles à l'instant T, tout en scrutant l'horizon pour préparer l'avenir.
sauvegarder dans le Nord Finistère le maximum d'hommes dans les meilleures conditions de vie possibles.